Dans le théâtre complexe de la vie, les destins s'entremêlent, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. L'histoire qui suit est celle d'une injustice criante, d'une quête de vérité acharnée, et de la reconstruction patiente de liens brisés par le temps et la trahison. Elle nous emmène au cœur de Lagos, une métropole bouillonnante où les fortunes se font et se défont, et où la lutte pour la justice peut prendre des allures de guerre totale. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Aaron avait engagé des poursuites contre Collins Sadaquinle, Madame Okafor, la Zenith Corporation et l'hôtel Grand Luxe. 3 mois d'une guerre juridique d'une brutalité que Lagos n'avait pas connue depuis des années. La bataille était féroce, sauvage, implacable. Collins avait engagé les services du cabinet d'Elysian Partners, l'un des plus chers du Nigeria. 5 avocats en costumes identiques, dont la simple étoffe semblait valoir plus que le salaire annuel de Rita, tous déterminés à déchiqueter le dossier d'Aaron. Dès le premier jour, ils avaient frappé fort. Conférences de presse, contre-plaintes, accusations de diffamation. Monsieur Deji est un homme aigri et vindicatif qui cherche un bouc émissaire pour ses propres échecs professionnels, déclara l'avocat principal de Collins aux journalistes devant le palais de justice, son sourire aussi acéré qu'une lame. Notre client est totalement innocent. Ces allégations sont sans fondement, malveillantes et, pour tout dire, désespérées. La Zenith Corporation avait déployé une véritable armée. 8 avocats, tous des requins du barreau, redoutables et onéreux, réputés pour anéantir leurs adversaires au tribunal. Ils niaient tout en bloc, avec cette assurance que seuls des milliards de Naira peuvent acheter. La Zenith Corporation opère avec intégrité depuis 30 ans, déclara leur porte-parole à la télévision nationale. Nous ne permettrons pas que notre réputation soit traînée dans la boue par de fausses accusations et des preuves fabriquées. Nous nous battrons jusqu'au bout. Même l'hôtel Grand Luxe, bien que simple pion dans ce drame, avait engagé des avocats de premier ordre, cherchant désespérément à se distancier du scandale. Nous n'avions connaissance d'aucune conspiration. Nous sommes aussi des victimes dans cette affaire. Madame Okafor a agi seule, à l'insu et sans l'approbation de l'hôtel. C'était un cirque médiatique, un spectacle coûteux à enjeux élevés, où chacun pointait un doigt accusateur sur l'autre. Et la presse s'en délectait. La revanche du milliardaire. Deji affronte son ancien employé. Le scandale hôtelier qui a secoué Lagos. Femme innocente ou voleuse habile. À vous de juger. Chaque jour apportait son lot de gros titres, de nouvelles opinions, d'analyses d'experts qui ne savaient rien de ce qui s'était réellement passé. Mais Aaron se moquait du bruit médiatique. Une seule chose l'importait, la justice. La justice pour Rita. La justice pour cette femme dont la vie avait été détruite alors que lui avait continué la sienne sans un regard en arrière. La justice pour la mère de ses enfants, qui avait lutté dans la pauvreté pendant 7 ans tandis qu'il vivait dans le luxe. Il ne s'agissait ni d'argent, ni de réputation, ni de vengeance d'entreprise. C'était personnel. Aaron jeta toutes ses forces dans la bataille. Son équipe juridique, dirigée par Benson Aoley, un homme qui pratiquait le droit depuis 30 ans et dont le palmarès faisait pâlir d'envie ses confrères, travaillait jour et nuit. Il rassemblait les preuves comme des détectives sur une affaire de meurtre. Des relevés bancaires montrant des transferts d'argent de Zenith à Collins. 50 000 $. Noir sur blanc. Des messages textes entre Collins et Madame Okafor, récupérés de fichiers supprimés par des experts en informatique légale. Des enregistrements de surveillance de l'hôtel montrant Collins entrant dans la chambre 305 une heure avant l'arrivée de Rita, portant une petite mallette noire. Des témoignages d'experts sur les sédatifs en aérosol, leur fonctionnement, la façon dont ils provoquaient l'inconscience et la perte de mémoire, et comment ils correspondaient parfaitement à la description de Rita de ce qui s'était passé cette nuit-là. Témoin après témoin, document après document, les preuves s'accumulaient, formant une montagne si haute qu'il aurait fallu un hélicoptère pour en voir le sommet. Mais les avocats de Collins ripostaient avec acharnement. Circonstanciel. Irrecevable. Oui dire. Où est la preuve que notre client a réellement utilisé une drogue? Où est la preuve qu'il y a eu une conspiration? Attaque et défense, estocade et parade, la guerre juridique dans ce qu'elle a de plus raffiné et de plus brutal. Au milieu de ce chaos, Aaron veillait à tenir Rita informée. Régulièrement, il passait au restaurant après une audience ou venait à son appartement le soir, portant encore son costume d'avocat, le poids de l'épuisement se lisant sur chaque trait de son visage. Nous avons eu une bonne journée aujourd'hui. L'expert comptable a témoigné sur la piste de l'argent. L'avocat de Collins a tenté de le discréditer, mais Benson a pulvérisé son argument en 30 secondes. Collins a témoigné hier. Il transpirait tellement que le juge a dû lui proposer de l'eau à 3 reprises. On pouvait lire le mensonge sur son visage. Le PDG de Zenith a témoigné, répétant qu'il n'avait connaissance d'aucun paiement à Collins.
Puis nous lui avons montré les chaînes de mai, avec sa signature approuvant les transferts. Il est devenu blême. C'était magnifique. Rita écoutait en silence, les bras croisés, le visage impénétrable. Elle parlait peu, hochant la tête de temps en temps, posant une question ici ou là. Mais Aaron sentait qu'elle intégrait tout, espérant, priant pour qu'enfin, après 7 ans à porter le fardeau de la honte, de la colère et de l'injustice, elle puisse obtenir réparation. Puis, 6 semaines après le début du procès, une lettre arriva à l'appartement de Rita. Une convocation officielle du tribunal. Sa main tremblait en l'ouvrant. Vous êtes par la présente convoqué à comparaître devant la haute cour de Lagos pour témoigner dans l'affaire d'Égie Industries contre Adin les consorts. Rita fixa ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Témoigner. Se tenir debout dans une salle d'audience bondée, face aux avocats, aux juges, aux journalistes, à des inconnus, et leur raconter ce qui lui était arrivé. Leur parler de cette nuit, de la prison, de la grossesse, de la honte. De tout. La pensée seule lui retournait l'estomac. Aaron vint la voir ce soir-là et la trouva assise sur son canapé, la lettre froissée dans son poing, le visage pâle comme une feuille de papier. « Tu as reçu la convocation, » dit-il doucement. « Je ne peux pas faire ça. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Je ne peux pas me tenir là-haut et les laisser. Les laisser me juger. Me regarder comme si j'étais. Comme si tu étais une survivante, » l'interrompit doucement Aaron. « Parce que c'est ce que tu es. Tu as survécu à quelque chose de terrible. Et maintenant, tu as l'occasion de dire la vérité. De leur faire comprendre ce qu'ils t'ont fait. Et s'ils ne me croient pas? S'ils pensent que je mens? Ils te croiront parce que tu dis la vérité et que les preuves te soutiennent. Rita, tu n'es pas seule là-dedans. Je serai juste là. Je te le promets. » Rita le regarda, des larmes coulant sur son visage. « J'ai si peur. Je sais. Mais tu es aussi la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu peux le faire. » Elle prit une profonde inspiration. « D'accord. D'accord, je le ferai. » Et il a tenu sa promesse de présence. Même au cœur de la folie du procès, entre les audiences, les réunions stratégiques, la pression médiatique et l'épuisement, Aaron continuait de venir voir les triplés 3 fois par semaine. Il arrivait à l'appartement de Rita après le travail, sa cravate desserrée et des cernes sous les yeux, mais un sourire illuminait son visage lorsque les enfants couraient l'accueillir. « Monsieur Aaron. Salut les trublions. Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» Il aidait Marcus avec ses devoirs de mathématiques, expliquant les fractions avec la patience d'un saint. Il s'asseyait avec Emma pendant qu'elle dessinait des mondes fantastiques complexes, écoutant ses histoires comme si elles étaient la chose la plus importante de l'univers. Il répondait au flot incessant de questions de Michael sur tout, de la couleur du ciel à l'existence des extraterrestres. Parfois il restait pour le dîner, parfois juste 1 heure, mais il était toujours là. Constant, fiable, présent. Même lorsqu'il se noyait sous les documents juridiques, il venait, parce qu'il avait promis à Rita de se racheter. Et parce que ses enfants, même s'ils ne le savaient pas encore, méritaient un père qui tenait ses promesses. Rita observait tout cela depuis le seuil de la cuisine. Elle voyait Aaron rire aux blagues terribles de Marcus. Le regardait tresser maladroitement les cheveux d'Emma, ses grandes mains s'appliquant de leur mieux. Le voyait s'asseoir tranquillement avec Michael et simplement écouter, vraiment écouter les pensées complexes du garçon sur le monde. Et quelque chose en elle, gelée depuis 7 ans, commença à se fissurer. Juste un peu. Le jour où Rita dut témoigner arriva comme une tempête inévitable. Elle se réveilla à 4 heures du matin, incapable de dormir, de manger, à peine de respirer. Elle essaya 4 robes différentes avant de choisir une simple robe bleu marine qui lui donnait un air respectable, professionnel. Sa main tremblait si fort qu'elle peina à fermer la fermeture éclair. Elle prit un bus, le même genre de bus qui l'avait conduite à l'hôtel 7 ans plus tôt, et tenta de ne pas vomir de nervosité. Le bâtiment de la haute cour de Lagos était massif, intimidant. Des colonnes de marbre et une architecture imposante, conçue pour que les gens ordinaires se sentent petits et impuissants. Ça fonctionnait. Les journalistes grouillaient à l'entrée. Rita baissa la tête et se fraya un chemin à travers la foule, le cœur battant à tout rompre. Elle trouva la salle d'audience 4B et resta devant les lourdes portes en bois, cherchant un courage qu'elle n'était pas sûre de posséder. C'est alors qu'Aaron apparut à ses côtés. « Prête ?» demanda-t-il doucement. « Non. Ce n'est pas grave. Tu dois juste être honnête. C'est tout. » Rita hocha la tête, prit une profonde inspiration et laissa Aaron pousser les portes. La salle était comble. Au premier rang siégeait la juge Obi, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris de fer, au regard perçant qui ne manquait rien. Les accusés étaient à une table avec leur armée d'avocats.
Collins, le visage impassible. Madame Okafor, l'air d'avoir vieilli de 20 ans. Tous se tournèrent pour la regarder entrer. Les jambes de Rita faillirent la lâcher, mais elle se força à marcher jusqu'à la barre des témoins. Mademoiselle Lawson, merci d'être ici, dit la juge Obi. Je sais que c'est difficile. Prenez votre temps. Nous sommes simplement ici pour découvrir la vérité. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. Benson Aoley s'approcha. Mademoiselle Lawson, pouvez-vous s'il vous plaît raconter à la cour, avec vos propres mots, ce qui s'est passé dans la nuit du 15 mars 2018? Et Rita le fit. Elle leur raconta tout. La chambre 305. La vapeur bleue foncée dans l'air. Le vertige. L'inconscience. Le réveil, nu et endolori, face à un homme qui l'accusait. L'arrestation. Les 8 mois de prison. Sa voix tremblait. Les larmes coulaient sur son visage. Mais elle continua de parler. Elle raconta avoir découvert sa grossesse en prison, sans savoir qui était le père. La honte. Sa libération, sans explication ni excuse. La naissance des triplés, seule et effrayée. Le stigmate qui l'avait forcé à abandonner ses études, son avenir. Les 7 dernières années à enchaîner les petits boulots pour nourrir ses enfants. Quand elle eut fini, un silence de mort régnait dans la salle. Le visage de la juge Obi était contracté par une colère à peine contenue. Collins était devenu livide. Madame Okafor pleurait ouvertement. Puis vint le contre-interrogatoire. L'avocat de Collins, un homme du nom de Monsieur Adewunmi, réputé pour sa férocité, tenta de démolir son histoire. Mais Rita ne céda pas. Elle répondit à chaque question calmement, fermement, honnêtement. Et quand il essaya de la piéger, elle répéta simplement, « Je dis la vérité. J'ai été droguée. J'ai été piégée. J'étais innocente. » À la fin, même Monsieur Adewunmi semblait vaincu. Le procès continua encore 2 semaines, mais tout le monde dans cette salle savait que l'affaire avait été jugée au moment où Rita avait raconté son histoire. On ne pouvait pas simuler une telle douleur. On ne pouvait pas fabriquer une telle vérité. Enfin, la juge Obi annonça qu'elle rendrait son verdict dans 1 semaine. Une semaine qui parut une année. Le jour du verdict, la salle était encore plus bondée. Rita était assise au premier rang, Aaron à ses côtés, tous deux pétrifiés de tension. La juge Obi entra. « J'ai examiné toutes les preuves présentées dans cette affaire, » commença-t-elle, sa voix claire et forte. « J'ai entendu de multiples témoignages. J'ai examiné des documents, des dossiers financiers, des messages textes et des enregistrements de surveillance. Et j'ai rendu mon verdict. » La salle retint son souffle. Les preuves dans cette affaire sont accablantes. Monsieur Collins Adakinle, en collaboration avec des représentants de la Zenith Corporation, a orchestré une conspiration complexe pour voler des documents commerciaux confidentiels. Cette conspiration impliquait de droguer une chambre d'hôtel, d'utiliser une employée innocente comme bouc émissaire et de permettre que cette employée soit faussement emprisonnée alors qu'elle était enceinte. Le visage de Collins se vida de toute couleur. « Madame Okafor, vous avez accepté des pots de vin pour faciliter cette conspiration. Vous avez laissé une jeune femme innocente aller en prison pour vous sauver. » Madame Okafor sanglotait. « Zenith Corporation, vos dirigeants ont approuvé et financé cette conspiration. Vous avez profité d'informations volées et n'avez montré aucun remords. » La voix de la juge Obi se durcit. « Cette cour déclare Collins Adakinle coupable de tous les chefs d'accusation. Je le condamne par la présente à 12 ans de prison. » Des exclamations fusèrent. « Cette cour déclare Madame Okafor coupable. Je la condamne à 5 ans de prison. » Madame Okafor s'effondra sur sa chaise, hurlant. Zenith Corporation est jugée responsable d'espionnage industriel et de conspiration. Je vous ordonne de verser des dommages et intérêts à Monsieur Deji d'un montant de 500 millions de Naira. De plus, vous verserez 100 millions de Naira à Mademoiselle Rita Lawson en compensation. Les mains de Rita volèrent à sa bouche. 100 millions de Naira. L'hôtel Grand Luxe est jugé responsable de négligence. Vous verserez à Mademoiselle Rita Lawson 50 millions de Naira. La juge Obi regarda directement Rita. Mademoiselle Lawson, ce qui vous est arrivé est une grave injustice. Ce tribunal ne peut pas vous rendre les 7 années que vous avez perdues. Mais j'espère que ce verdict vous apportera une certaine mesure de justice. Vous êtes officiellement blanchi de toutes les charges. Des larmes coulaient sur le visage de Rita. La juge Obi frappa son marteau. La cour est levée. La salle d'audience explosa. Rita resta assise, en état de choc, incapable de bouger. Aaron se tourna vers elle, son visage s'illuminant du plus grand sourire qu'elle lui ait jamais vu.
Tu as gagné, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Rita, tu as gagné. Rita éclata en sanglots. D'énormes sanglots qui secouaient tout son corps. 7 ans. 7 ans de honte, de lutte, à se demander si elle obtiendrait un jour justice. Et maintenant, tout le monde savait. Tout le monde savait qu'elle était innocente. Tout le monde connaissait la vérité. Aaron la prit dans ses bras et la serra fort pendant qu'elle pleurait. C'est fini, murmura-t-il dans ses cheveux. C'est enfin fini. Et Rita, pour la première fois en 7 ans, s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. La vie changea radicalement après le verdict. 150 millions de Naira. Rita regarda le solde de son compte bancaire et eut l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre. Pendant 7 ans, elle avait compté chaque Naira. Et maintenant, elle avait plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé en avoir. Elle quitta ses emplois. Elle trouva un meilleur appartement, un 3 pièces décent où ses enfants pouvaient enfin avoir leur propre lit. Les triplés étaient fous de joie. Debout au milieu de son nouveau salon, Rita pleura, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Après 7 ans à survivre à peine, elle pouvait enfin respirer. Mais le plus grand changement, ce n'était pas l'argent. C'était Aaron. Maintenant que le procès était terminé, il redoubla d'efforts pour être présent dans la vie des triplés. Il venait presque tous les jours, avec des courses, des livres, ou simplement avec son temps et son attention. Et les triplés tombaient amoureux de lui. Marcus, en particulier. Chaque fois qu'Aaron arrivait, le garçon se jetait sur lui comme un petit missile. Un soir, Aaron arriva avec un vrai ballon de football. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Il serra le ballon comme s'il était en or, puis serra Aaron dans ses bras. Ils allèrent sur le petit terrain voisin, et Aaron lui apprit à tirer des pénaltys. Quand ils revinrent, Marcus était épuisé, en sueur, et plus heureux que Rita ne l'avait vu depuis des mois. Une semaine plus tard, Aaron emmena Emma dans un magasin de fournitures d'art. Son talent était évident. Il revint avec elle 3 heures plus tard, les bras chargés de carnets de croquis, de crayons de couleur de qualité, de fusains, d'aquarelles. Monsieur Aaron dit que je suis vraiment douée, dit Emma, les yeux brillants. C'est le plus beau cadeau qu'on ne m'ait jamais fait. Cette nuit-là, Emma dessina pendant 3 heures. Elle dessina sa famille, maman, Marcus, Michael, tous souriants. Et dans un coin de la page, elle dessina Aaron. Il devint partie intégrante de leur routine, de leur vie. Les enfants cessèrent de l'appeler Monsieur Aaron. C'était juste Aaron. Et Rita regardait ses enfants s'épanouir sous son attention, rire plus, sourire plus, prendre confiance en eux. Ils prospéraient, et Rita sut qu'il était temps. Un soir, après que les enfants se soient couchés, Rita demanda à Aaron de rester. « Je pense qu'il est temps, » dit-elle. « Temps de quoi ?» Rita prit une profonde inspiration. « Temps de leur dire la vérité. Que tu es leur père. » Le visage d'Aaron se figea. « Tu es sûr ?»« J'en suis sûr. Ils t'aiment, Aaron. Ils méritent de savoir pourquoi. Ils méritent de savoir que tu es leur père. » Ce week-end, décida-t-elle. Samedi, nous nous assoirons avec eux et nous leur dirons. Le samedi arriva. Rita et Aaron étaient assis sur le canapé, tous deux terrifiés. Emma, Marcus, Michael, venez dans le salon, s'il vous plaît. Les enfants s'assirent par terre, les regardant avec curiosité. Vous savez que vous posez des questions sur votre père, commença Rita. Eh bien, Aaron est votre père. Un silence. Un silence complet, absolu, suffocant. Quoi ? Souffla Marcus. Et puis le chaos éclata. Tu es notre père ? S'écria Marcus. Ça n'a pas de sens, dit Emma. Comment peux-tu être notre père ? Tu nous connais seulement depuis quelques mois. Si tu es notre père, où étais-tu ? La voix de Marcus était pleine d'une douleur naissante. Nous avons 7 ans. Où étais-tu ? Vous nous avez abandonnés. La voix d'Emma se brisa. Maman a dû travailler comme une folle. Nous avions à peine de quoi manger. Où étais-tu ? Je ne savais pas, commença Aaron, mais Michael l'interrompit, sa voix calme tranchant à travers le chaos. Tu es l'homme de l'hôtel. Celui qui a fait arrêter maman. Tout le monde se figea. Le visage d'Emma passa de la confusion à la fureur. Attends. C'est toi qui as fait arrêter maman ? C'est à cause de toi qu'elle est allée en prison ? Mais tu es si gentil, balbutia Marcus, son monde s'effondrant. Tu ne peux pas être le méchant. Tu ne peux pas. J'ai fait une terrible erreur il y a 7 ans, dit Aaron, le visage décomposé. En nous mentant, hurla Emma.
En prétendant être notre ami alors que tu étais notre père depuis le début. Les larmes de colère coulaient sur son visage. Vous nous avez menti tous les deux. Michael se leva, le visage impénétrable. J'ai besoin de réfléchir. Il alla dans sa chambre et ferma la porte. Marcus pleurait à chaudes larmes. Je déteste ça. Je déteste tout ça. Il courut dans sa chambre et claqua la porte. Emma se tenait là, fusillant Aaron du regard. Je te faisais confiance, dit-elle, la voix tremblante. Tu ne t'intéresses pas vraiment à nous. Tu te sens juste coupable. Si tu t'étais vraiment soucié de nous, tu aurais été là depuis le début. Je ne savais pas que vous existiez. Cria Aaron, sa contenance finissant par céder. Je ne le savais pas, Emma. Si j'avais su, j'aurais été là. Je le jure. Tu aurais dû savoir, rétorqua-t-elle avant de s'enfuir dans sa chambre. La porte claqua, laissant Rita et Aaron au milieu des décombres de leur plan. Aaron mit sa tête dans ses mains. Rita pleurait en silence. Ils ont raison, murmura-t-elle. Nous aurions dû leur dire plus tôt. Elle alla parler aux enfants. Ils étaient tous les trois sur le lit d'Emma, en larmes. Vous nous avez trahis, dit Michael doucement. Rita leur expliqua tout. La drogue, l'amnésie, le fait qu'Aaron ignorait leur existence jusqu'à récemment. Alors, il ne savait vraiment pas? Demanda Marcus. Il ne le savait vraiment pas, confirma Rita. Mais il t'a quand même fait arrêter, insista Emma, têtue. C'est vrai. Et il a eu tort. C'est pour ça qu'il essaie de se racheter depuis. En nous achetant des choses? Dit Emma amèrement. Non, en étant présent. En passant du temps avec vous. C'est ce que font les pères. Je ne sais pas si je peux lui pardonner ce qu'il t'a fait, dit Emma, la voix brisée. Vous n'êtes pas obligé de lui pardonner tout de suite, dit Rita doucement. Vous avez le droit d'être en colère. Mais je veux que vous sachiez une chose. Aaron est votre père. Et il vous aime. Je le vois chaque fois qu'il vous regarde. 3 jours de silence s'ensuivirent. Aaron ne vint pas, pour leur laisser de l'espace. Les triplés étaient abattus, silencieux. Le 4e jour, on frappa à la porte. C'était Aaron, les bras chargés de sacs de course. Je sais que tu as dit de leur laisser de l'espace, dit-il doucement, mais je sais aussi que Marcus n'a presque plus de ses biscuits préférés, qu'Emma avait besoin de papier à dessin et que Michael a fini sa série de livres. Il me manque. Ça ne fait que 3 jours et il me manque tellement. Vous leur manquez aussi, dit Rita. Elle appela les enfants. Ils sortirent de leur chambre, hésitants, et virent Aaron. Ils se figèrent. Aaron s'accroupit à leur niveau. Salut les trublions. Je sais que vous êtes en colère contre moi. Je ne vous demande pas de me pardonner maintenant. Je voulais juste que vous sachiez que je suis là. Je ne vais nulle part. Que vous vouliez me voir ou non, je continuerai à venir. Parce que je suis votre père, et les pères n'abandonnent jamais leurs enfants. Jamais. Un silence. Puis, de la plus petite des voix, Marcus demanda, « Tu as apporté du riz jollof ?» Le visage d'Aaron s'éclaira d'un sourire tremblant. « Oui, champion. De ton restaurant préféré. » Marcus fit un pas, puis un autre. « Je suis toujours en colère contre toi, » dit-il. « Mais, tu m'as manqué aussi. C'est mal ?» Les yeux d'Aaron s'emplirent de larmes. « Non, mon grand. Ce n'est pas mal du tout. » Marcus jeta ses bras autour du cou d'Aaron et éclata en sanglots. Emma se mit à pleurer aussi et se joignit à l'étreinte. Michael s'approcha lentement et s'assit à côté du groupe. « Je sais que j'ai tout gâché, Michael, » dit Aaron. « Mais je vais passer le reste de ma vie à vous prouver que je suis digne d'être votre père. Je vous le promets. » Michael le regarda de ses yeux trop sages. « Les promesses sont faciles à faire. Difficiles à tenir. Tu as raison. Alors regarde-moi faire. » Michael se serra un peu plus contre la jambe d'Aaron. Pas une étreinte complète, mais un contact, une forme d'acceptation. Rita regardait la scène, des larmes coulant sur son visage. Sa famille brisée commençait lentement à se ressouder. Ce n'était pas parfait. Mais c'était un début. Après ce jour, les choses s'améliorèrent lentement. 2 semaines plus tard, Marcus demanda « Puis-je t'appeler papa ?» Le cœur d'Aaron faillit exploser. 3 semaines plus tard, Emma lui demanda s'il viendrait à sa remise de prix, en tant que mon papa. 1 mois plus tard, Michael, après une longue et logique réflexion, lui dit « Je te pardonne. Et j'aimerais t'appeler papa, moi aussi, si ça ne te dérange pas. » Ce soir-là, Aaron et Rita étaient assis dans le salon. « Ils t'ont appelé papa aujourd'hui, » dit doucement Rita. « Tous les 3. »« Oui. Qu'est-ce que ça fait ?»
Aaron la regarda, les larmes aux yeux. Comme si tout ce que j'ai traversé en valait la peine. Comme si on m'avait fait un cadeau que je ne mérite pas, mais pour lequel je serai reconnaissant toute ma vie. Ils se regardèrent. Une étincelle passa entre eux, une conscience de quelque chose de plus. Aucun des deux n'était encore prêt à l'admettre. Mais c'était là, grandissant lentement, prudemment, comme tout le reste dans cette famille fragile, compliquée et magnifique qu'ils étaient en train de construire. Ainsi s'achève ce récit, non pas sur une fin parfaite, mais sur un commencement. La route vers la guérison est longue, pavée de doutes et d'espoirs. Mais pour cette famille, reconstruite sur les cendres du passé, l'essentiel est là. La vérité a été dite, la justice a été rendue, et l'avenir, enfin, peut être écrit ensemble.